simplement, à titre introductif, souligner que la notion même de risque n'a peut-être pas le même contenu en droit français et dans le projet de loi. En droit français, on distingue le risque événement, par exemple un incendie, un vol, responsabilité civile, et puis le risque qu'on appelle objet, qui désigne le siège du risque. Par exemple, une personne exposée au risque de maladie ou d'accident, ou encore une chose exposée au risque de vol ou d'incendie. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, j'ai l'impression qu'en droit brésilien, en tout cas dans le projet de loi, le risque se focalise sur la notion de risque événement. Et le risque objet est remplacé par la notion d'intérêt d'assurance, dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais qui me paraît essentiel dans le projet de loi. Il y a un chapitre qui est consacré à l'intérêt, il y a un autre chapitre qui est consacré au risque, avec parfois des dispositions qui semblent un petit peu des redites. Mais j'ai fait le choix de la conception brésilienne du risque, donc de la conception étroite, parce que de mon point de vue, c'est quand même le projet de loi brésilien qui est au centre de nos discussions. Et donc c'est tout à fait logique que je choisisse cette conception plus restrictive du risque qui a été celle retenue dans le projet. Voilà. Alors, comment traiter de cette question ? Je vais essayer d'envisager trois problèmes qui sont évoqués aux articles 14 et suivants du projet. Trois problèmes. D'abord, l'existence du risque. Ce sera le premier problème. Ensuite, la couverture du risque. Deuxième problème. Et puis ensuite, l'aggravation du risque dont il a déjà été parlé. Ce sera le troisième problème. Donc, l'existence du risque, ce sont les articles 16 et 17 du projet. Et ces articles traitent des hypothèses où le risque n'existait pas à la souscription du contrat d'assurance et celles où le risque a disparu après la souscription du contrat. Alors, l'absence de risque à la souscription, c'est l'article 16 du projet de loi qui dit que le contrat est nul si les parties savaient que le risque était impossible ou qu'il s'était déjà réalisé au moment de la conclusion du contrat. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ce n'est pas tellement l'absence de risque qui est essentielle, c'est la connaissance de cette absence. Eh bien, en droit français, on a exactement le même problème. On s'est interrogé pour savoir ce qui était important. Est-ce que c'était l'existence ou l'absence de risque, ou est-ce que c'était la connaissance ou l'ignorance de cette existence. Et il y a débat en droit français parce qu'il y a deux dispositions contradictoires, l'une en assurance terrestre, l'autre en assurance maritime. Mais la doctrine, dans son ensemble, estime que c'est un problème d'ignorance ou de connaissance. Donc, le droit français rejoint ici le projet de loi, mais ce n'est pas formulé d'une manière aussi satisfaisante que dans le projet de loi. Voilà. Avec comme sanction eh bien, la nullité, quand on lit l'article 16. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure sanction quand, par exemple, la chose sinistrée avant la souscription est seulement partiellement détruite. Parce que dans cette hypothèse-là, elle reste exposée au risque et on pourrait envisager que le contrat se maintienne simplement. Pour le sinistre antérieur à la souscription, eh bien, il n'est pas couvert. Voilà. La disparition du risque après la souscription du contrat, c'est l'article 17 du projet de loi, alors qui prévoit que l'assurance prend fin quand le risque disparaît. C'est tout à fait logique. Vous avez une disposition analogue en droit français, à l'article L121.9 du Code des assurances, mais qui distingue de manière contestable, à mon point de vue, qui distingue selon que le risque disparaît à la suite d'un événement non prévu dans la police ou d'un événement couvert par la police. Bon, par exemple, le premier cas, c'est par exemple un bien est assuré contre le vol et puis il est incendié, il est détruit, donc évidemment il ne peut plus être volé. Donc dans cette hypothèse-là, le Code des assurances français nous dit que l'assurance disparaît. Mais à mon point de vue, ça s'applique aussi dans l'hypothèse où c'est un événement couvert par le contrat qui s'est produit et qui a fait disparaître le risque. Donc je pense que la formulation de l'article 17 du projet est plus satisfaisante que celle de l'article L121.9 parce que c'est une formulation qui est plus générale.
Voilà, alors pour résumer sur cette question de l'existence du risque, moi j'ai l'impression que les deux droits, français d'un côté, projet de loi brésilien de l'autre, que les deux droits sont assez proches. Le droit français est peut-être un peu plus archaïque, j'allais dire, parce que les textes que je vous ai cités du Code des assurances remontent en fait à la loi du 13 juillet 1930, et qui traitait surtout des assurances de choses. Et effectivement, ce sont des textes qui font partie du titre relatif, le titre du Code relatif aux assurances de choses. Voilà. Alors j'aborde un deuxième point, plus intéressant, si l'on se livre à une étude comparative. Deuxième point, donc la couverture de risque. Alors, ce sont les articles 14 et 15 du projet de loi brésilien. Alors, pour reprendre une terminologie que j'ai utilisée dans un ouvrage, je dirais que l'article 15 traite du risque assurable. Qu'est-ce qu'on peut assurer? Et l'article 14 traite du risque garanti. Qu'est-ce qui effectivement est garanti par le contrat? Donc, j'envisagerai d'abord le risque assurable et ensuite le risque garanti. Alors, le risque assurable, vous avez un principe qui était énoncé dans le projet de loi au début de l'article 15, qui nous dit que tous les risques sont assurables, en gros, sauf interdiction légale. Et quelles sont les hypothèses d'interdiction? D'abord, l'assurance des sanctions pénales et ensuite l'assurance de la faute intentionnelle. Alors, je n'ai pas trop le temps, mais s'agissant de l'assurance des sanctions pénales, je suis très satisfait par cette disposition, qui n'a pas d'équivalent en droit français. Simplement, en droit français, vous avez un article 6 dans le Code civil, pas dans le Code des assurances, un article 6 qui nous dit que les contrats ne peuvent pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Alors, on va en déduire que, bien sûr, les contrats contrats d'assurance qui permettraient de couvrir les sanctions pénales sont contraires à l'article 6, parce que cet aspect de sanction pénale, c'est d'ordre public, naturellement. Il y a cette question de dissuasion de la sanction qui ne se retrouve pas si elle est couverte par une assurance. Voilà. Alors, je dois dire que mon collègue Jérôme Kuhlmann, dans un article bien connu, a estimé que l'article 6 du Code civil ne s'appliquait pas en assurance, au contrat d'assurance, parce qu'il y avait un article spécial dans le Code des assurances, l'article L113.1, qui disait que seule la faute intentionnelle était inassurable. Donc, ça voudrait dire que seules les infractions intentionnelles serait inassurable. Donc il y a une restriction, d'après lui, de la prohibition de l'assurance aux seules infractions intentionnelles. Eh bien, on ne retrouve pas cette distinction dans le projet de loi brésilien, puisque le projet de loi vise toute sanction pénale, quelle que soit, semble-t-il, l'infraction commise, et je suis personnellement très satisfait par cette solution. Parce que j'estime qu'il est effectivement contraire à l'ordre public d'assurer des sanctions pénales. Alors, la deuxième question, toujours s'agissant de l'assurabilité du risque, deuxième question, c'est évidemment l'assurance de la faute intentionnelle. On la retrouve, l'assurance de la faute intentionnelle. Alors, elle est prohibée par le droit français, c'est le fameux article L113.1 du Code des assurances que j'évoquais. Elle est prohibée aussi par le projet de loi brésilien à l'article 15. Alors, il y a beaucoup de problèmes posés par la faute intentionnelle et j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes problèmes en droit français et en droit brésilien. D'abord, qu'est-ce que c'est que la faute intentionnelle ? Alors, il faut savoir qu'en droit français, on hésite entre deux solutions, une solution étroite, une solution plus large. La solution étroite, la faute intentionnelle, c'est le sinistre volontaire. C'est-à-dire c'est le cas où une personne, par son acte, a causé volontairement le dommage tel qu'il est survenu. Donc il y a une adéquation, comme on dit, entre le dommage voulu et le dommage effectivement causé. Donc une conception très stricte. Et puis il y a des arrêts de jurisprudence de la Cour de cassation qui ont une conception un petit peu plus large, en assimilant à la faute intentionnelle ce que les juges appellent la faute dolosive, qui est plus large. Ce serait une faute volontaire
voire même, c'est plus inquiétant, le dol éventuel, c'est-à-dire la prise volontaire de risque, en quelque sorte. Hein. Voilà, je pense à une affaire assez connue en jurisprudence française d'un véhicule volontairement. Bon, il y a une rivière qui était en crue, la rivière avait débordé, elle a débordé sur la route, et le conducteur est passé comme ça dans l'eau en se disant il n'y a pas de problème, j'arriverai à passer, et puis il n'est pas arrivé à passer, le moteur a été noyé. Et la Cour de cassation estimait qu'il y avait là une faute intentionnelle, ou plus exactement une faute dolosive, dit-elle, et là ça me paraît contestable, parce qu'on est quand même très loin de la faute intentionnelle. Voilà, alors il y a un débat, alors est-ce que dans le projet de loi brésilien les choses sont tranchées? Je ne suis pas sûr. Moi, il y a un texte qui me pose problème, et il a été parfaitement évoqué par le ministre, c'est l'article 18, paragraphe 5. On a l'impression, en lisant le texte, qui n'est pas à sa place. Effectivement, vous avez eu tout à fait raison de le signaler. À mon avis, il n'est pas à sa place, parce qu'il ne traite pas vraiment de l'aggravation de risque. Et ce texte paraît finalement exclure ce que j'appellerais le dol éventuel. C'est-à-dire quand une personne, volontairement ou intentionnellement, aggrave le risque. Il y a une prise de risque volontaire. Je redonne l'exemple du véhicule de tout à l'heure. Eh bien, dans une telle hypothèse, on nous dit que l'assureur ne doit pas sa garantie. Le projet de loi dit que l'assureur ne doit pas sa garantie. Ouais. Alors, si c'est la bonne interprétation, je trouve que c'est un petit peu large quant à la notion de faute intentionnelle. Voilà. Et puis, il faudrait aussi parler, si on avait un peu de temps, de l'auteur de la faute intentionnelle. Alors, moi, ce qui m'a choqué un peu, c'est l'article 15, paragraphe unique, grand 2 du projet, qui évoque le représentant de l'assuré, qui pourrait être l'auteur d'une faute intentionnelle. Alors, si c'est de l'assuré personne morale, pas de problème. Il faut bien qu'un représentant, personne physique, commette la faute. Si c'est une personne physique, si l'assuré est une personne physique, pardon, je suis moins convaincu, parce que le représentant, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle représentant, hein? Est-ce que c'est celui qui a eu la mission de commettre la faute intentionnelle? Alors si oui, pas de problème, pas de problème. Le vrai auteur de la faute, l'instigateur, c'est l'assuré. Mais si c'est simplement un mandataire qui avait pour charge de faire autre chose, et puis qui a commis une faute intentionnelle, bon, ça me paraît plus contestable. Alors il y a une exception dans le texte, c'est le cas où le représentant se rend coupable d'un dol au détriment de l'assuré ou du bénéficiaire. Mais ça me paraît quand même restrictif comme exception, parce que le dol est souvent commis à l'égard d'un tiers. Donc je trouve qu'en ce qui concerne l'auteur de la faute intentionnelle, le projet est probablement trop large. Mais c'est à discuter. Alors j'aborde le risque garanti, mais qui était déjà un petit peu traité déjà. J'évoquerai surtout les exclusions. La question des exclusions. Alors, en droit français, vous avez un article L113.1, toujours le même, du Code des assurances, qui dit que les exclusions doivent être formelles et limitées. Et ceci à peine de nullité. Bon. Et puis vous avez un autre texte, d'ailleurs, qui dit qu'elles doivent être en caractère très apparent, aussi à peine de nullité. Bon. Alors qu'est-ce qu'il en est dans le projet de loi? C'est un petit peu la même chose à l'article 51, paragraphe 1er, qui dit que les règles relatives à la perte des droits, à l'exclusion des intérêts et des risques, l'imposition d'obligations de restriction de droits seront rédigées de façon claire, compréhensible, en bonne place, sous peine de nullité. Donc on retrouve un petit peu la même chose, si ce n'est qu'il n'y a pas l'exigence de caractère très apparent, comme c'est le cas en droit français, mais il y a quand même cette idée que l'exclusion doit être en bonne place. Et puis moi, ce qui me plaît dans le projet, c'est que ce n'est pas seulement les exclusions qui sont visées, c'est toutes les clauses restrictives de garantie. Parce que vous pouvez avoir des clauses qui ne sont pas vraiment des exclusions, par exemple ce qu'on appelle des conditions de la garantie. La garantie est due si le système d'alarme est installé de telle ou telle manière. Vous voyez, c'est pas vraiment une exclusion au sens théorique, mais c'est bien la même fonction, c'est-à-dire que ça restreint la garantie. Et c'est logique que ce type de clause soit claire et compréhensible et en bonne place. Donc je suis très, très content de cette disposition, parce qu'elle élargit la protection à toutes les clauses restrictives de garantie. C'est un souhait de la doctrine en France. Donc ce souhait est exaucé en quelque sorte, est exaucé au Brésil. Voilà.
Alors j'aborde, après avoir envisagé la couverture du risque, j'aborde la question de l'évolution du risque. Alors je passerai assez vite sur la diminution du risque. Vous avez une disposition à l'article 20 du projet de loi qui nous dit que si la diminution du risque est significative, eh bien il pourra y avoir diminution de la prime, mais j'allais dire l'enjeu est moindre puisque c'est un problème de prime, hein, ce n'est pas un problème de garantie. Donc je ne traiterai ici que de l'aggravation de risque. C'est un sujet complexe qui a déjà été abordé par Monsieur le ministre et je dois dire que je ne suis pas tout à fait satisfait par ce qui est dans le projet. J'envisagerai d'abord la déclaration de l'aggravation et puis ensuite les effets de l'aggravation. Alors en ce qui concerne la déclaration de l'aggravation, tout le monde est d'accord, l'aggravation de risque doit être déclarée à l'assureur, parce qu'elle a une incidence sur le montant de la prime, voire même sur le devenir même de la garantie. Je suis assureur, je ne veux peut-être pas assurer un risque qui est fortement aggravé. Bon, donc l'assuré doit le déclarer, c'est un problème de bonne foi, ça a été signalé. Alors comment ? Selon quelle méthode, quelle procédure? Alors, en droit français, il y a une évolution. Hein. Avant une loi de 1989, l'assuré devait déclarer les circonstances aggravantes spécifiées dans la police. Donc, il y avait une liste dans le contrat de circonstances qui, si elles devaient s'aggraver, devaient être déclarées. Par exemple, je ne sais pas, l'identité du conducteur principal du véhicule. C'était le père très expérimenté, et puis désormais c'est le fils qui vient d'avoir son permis de conduire, sa licence. Bon, eh bien, ce type de circonstance doit être déclaré. Mais il fallait que ce soit notifié dans la police. C'était la solution. Et puis depuis 1989, c'est un petit peu différent parce que en 1989, on a adopté à la souscription, le système du questionnaire fermé. C'est-à-dire que l'assureur doit poser des questions à l'assuré, et l'assuré est tenu d'y répondre, mais il n'est pas tenu d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas à faire d'autres déclarations. Il ne fait que répondre aux questions qui lui ont été posées. Ce qu'on appelle le questionnaire fermé, parce que spontanément, l'assuré n'est plus tenu de déclarer des circonstances qui auraient une influence sur le risque, mais qui ne seraient pas dans la liste des questions. Bon, alors, moyennant quoi, lors de l'aggravation du risque, quelle est la solution? Eh bien, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que l'assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui rendent inexactes les réponses qu'il avait données à la souscription. Donc, c'est cela qu'il a à déclarer. C'est par référence au questionnaire initial. Il déclare les circonstances qui rendent inexactes les réponses aux questions. Exemple, question, quel est le conducteur principal du véhicule? Réponse, c'est moi. Et puis, le conducteur principal a changé. Je dois déclarer le changement. Voilà. Alors, dans le projet de loi brésilien, c'est pas tout à fait ça. Encore que, après vous avoir entendu, Monsieur le Ministre, j'ai compris qu'il y avait peut-être des problèmes d'interprétation. Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans le projet de loi brésilien, il fallait déclarer les aggravations significatives, mais sans faire référence forcément aux questions qui étaient posées antérieurement à la souscription. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'une aggravation significative? Vous avez bien posé la question. Est-ce que c'est apprécié objectivement ou subjectivement? C'est significatif pour qui? Pour l'assuré? Pour l'assureur? Plus vraisemblablement, parce que c'est pour l'assureur, bien sûr, que l'aggravation du risque est importante. Significative pour qui? Ou bien est-ce qu'il faut apprécier cette notion de manière objective, in abstracto, par référence à, j'allais dire, l'opinion d'un assureur raisonnable en matière de risque. C'est peut-être ça. Parce que quand on lit l'article 18, paragraphe 1er, on nous dit que l'aggravation significative s'entend d'une aggravation importante qui conduit à augmenter significativement et continuellement la probabilité
de survenance du sinistre ou l'intensité de celui-ci. Donc le texte s'exprime de manière objective. On se met à la place du bonus pater familias assureur, parce qu'il existe des assureurs bon père de famille. Bon, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc malgré tout, il y a quand même un problème, parce que significatif, ça veut dire quoi? Même s'il y a quelques indications, moi je n'aime pas ce genre de terme, j'en parlais tout à l'heure avec Inès, ce qui est significatif, ce qui est raisonnable, ce qui est disproportionné, tous ces standards, je n'aime pas, parce que ce n'est pas précis. C'est très anglo-saxon, et je ne suis pas forcément pour le droit anglo-saxon sur ce point précis. Bon, je termine avec les effets de l'aggravation, cette fois-ci. Alors, comment expliquer ça? On pourrait peut-être distinguer les conséquences d'une déclaration de risque qui aurait été déclarée, une déclaration de l'aggravation qui aurait été déclarée, et puis les sanctions quand il n'y a pas de déclaration. Alors, les conséquences d'une aggravation qui aurait été déclarée. Alors, il faut se reporter à l'article 18 du projet de loi et du côté français à l'article L113.4 du Code des assurances. Sur l'essentiel, les deux textes se rejoignent. C'est-à-dire que l'aggravation du risque entraîne soit l'augmentation de la prime, soit la résiliation du contrat, avec, dans cette dernière hypothèse, l'application de la règle de divisibilité de la prime, c'est-à-dire qu'on restitue une fraction de la prime. Ouais. Alors, il y a tout de même des différences. Même si, dans l'ensemble, les deux textes sont proches, il y a des différences. Il y a des différences dans les problèmes des délais, dans le traitement des délais, parce que dans le droit brésilien, dans le projet, l'assureur a 20 jours pour augmenter la prime ou pour résilier le contrat. Alors que dans le droit français, il n'y a pas de délai. Pas de délai. Simplement, si l'assureur propose l'augmentation de la prime et que l'assuré dit non ou bien ne dit rien, l'assureur peut, 30 jours minimum après la proposition, résilier. Mais il n'y a pas de délai maximum. Par contre, il y a une disposition à l'article L113.4 qui nous dit que l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation pour résilier. Il ne peut plus se prévaloir de l'aggravation quand il a été informé de quelque manière que ce soit de celle-ci et qu'il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance en continuant de recevoir des primes ou en payant une indemnité en cas de sinistre. Donc l'assureur, après avoir connaissance de l'aggravation de risque, continue d'encaisser les primes, règle des sinistres, il ne peut plus se prévaloir de l'aggravation pour résilier. Voilà ce que dit le texte. Finalement, j'allais dire qu'on n'est pas très loin du droit brésilien, parce que quand l'assureur en France attend trop longtemps, ce qui arrive, c'est qu'il va encaisser de la prime et il va renoncer. Donc je ne suis pas sûr que la différence soit considérable. Alors il y a une autre différence quant aux effets. Quant à la date d'effet, quant à la date d'effet de la résiliation. Alors, le droit français nous dit, bon ça c'est simple, 10 jours après notification de l'aggravation, plutôt de la résiliation à l'assuré. C'est-à-dire l'assuré déclare l'aggravation, l'assureur notifie la résiliation, et 10 jours après, celle-ci produit effet. Voilà, ça c'est la solution du droit français. Alors en droit brésilien, monsieur le ministre, vous l'avez très bien expliqué, il faut distinguer, paragraphe 3, paragraphe 4, quand l'aggravation des risques est due au fait volontaire de l'assuré, elle est à effet immédiat. Plutôt la résiliation prend effet par anticipation au jour de l'aggravation. À l'inverse, quand l'aggravation n'est pas la conséquence du fait volontaire de l'assuré, eh bien, la prise d'effet est au jour de sa notification, la notification de la résiliation faite à l'assuré. Donc, c'est un petit peu plus compliqué en ce qui concerne les effets de la résiliation. Alors, troisième différence, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le fameux paragraphe 5 de l'article 18, qui explique quand l'aggravation est intentionnelle, l'assureur n'est pas tenu à garantie quand elle entraîne un sinistre. Je suis d'accord avec vous, je pense que ce texte, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la solution, mais il n'est pas à sa place. À mon avis, il devrait être basculé vers la faute intentionnelle. Enfin, ça, on peut en discuter.
Voilà. Et puis, dernière remarque, à propos de l'assurance sur la vie et l'assurance sur l'intégrité physique. Dans des assurances de personnes, l'article 18, paragraphe 6, du projet de loi brésilien, l'article 18 prévoit que l'assureur pourra augmenter la prime en cas d'aggravation volontaire du risque, et seulement volontaire. Bon, c'est par exemple le cas de l'assuré qui se met à avoir un comportement à risque en fumant, par exemple, vous voyez, en prenant des drogues, etc. Donc évidemment, nuit à son état de santé. Alors, en droit français, vous n'avez pas tout à fait la même solution. C'est-à-dire, en droit français, on distingue l'assurance vie d'un côté et les assurances de personnes non-vie de l'autre. Hein. En assurance de personnes non-vie, effectivement, l'aggravation de risque peut entraîner la résiliation, sauf en assurance maladie. Et là, on retrouve la question des plans de santé, parce que c'est nous, on parle d'assurance maladie, sauf en assurance maladie quand l'état de santé se trouve modifié. Mais mettons de côté ce sujet. Hein. Par exemple, en assurance assurance de personnes autres que pour les frais de soins, l'aggravation de risque peut entraîner la résiliation ou l'augmentation de la prime. Par contre, en assurance sur la vie, le principe, c'est une solution constante en droit français, c'est que l'aggravation du risque n'entraîne aucun effet. Elle n'a pas à être déclarée et elle n'entraîne aucun effet. Hein. Autrement dit, l'assuré sur la vie qui se met à fumer, par exemple, comme un sapeur, comme on dit, hein, 4 paquets par jour, et qui abrège son espérance de vie, hein, eh bien, tant pis pour l'assureur. L'assureur ne pourra pas résilier le contrat. Alors, la raison, on dit, c'est que la tarification se fait en fonction et seulement en fonction de l'âge de l'assuré à la souscription, de son état de santé à la souscription. Après, c'est terminé. Hein, c'est une solution traditionnelle. On peut la critiquer ou pas, mais ça n'empêche pas l'assurance vie de fonctionner en France. Voilà. Alors je terminerai par les conséquences d'une aggravation de risque qui ne serait pas déclarée. Donc la question des sanctions que M. le ministre vous a bien expliqué en droit brésilien. Alors il faut distinguer ici, au Brésil comme en France, entre l'omission intentionnelle, hein, l'assuré qui ne déclare pas l'aggravation de risque intentionnellement, et puis l'omission non intentionnelle. Alors quand l'omission est intentionnelle, la garantie n'est pas due, c'est le cas en droit français. Le droit français parle de nullité. Merci beaucoup. C'est pas terrible. Non, c'est pas mademoiselle qui est pas terrible, c'est le terme nullité, parce que la nullité sanctionne, comme chacun sait, le non-respect des conditions de formation du contrat. Or là, on est après la formation. On devrait dire caducité, enfin, peu importe. Le droit français parle de nullité. Le contrat reste valable pour la période antérieure à l'aggravation du risque, mais pour la suite, il est caduc. La différence, c'est quand l'omission n'est pas intentionnelle, hein, mais simplement fautive. Hein, j'ai oublié, voilà. Je ne cherchais pas à mal faire, mais j'ai oublié de déclarer. Hein. Alors, en droit français, la sanction, c'est la réduction proportionnelle de l'indemnité, hein, c'est-à-dire que les sommes dues par l'assureur sont réduites proportionnellement, hein, au montant de la prime qui a été payée par rapport à celle qui aurait dû l'être si l'aggravation de risque avait été déclarée. C'est une solution qui existe en droit brésilien, dans le projet, mais uniquement à la souscription. Et si j'ai bien compris, au moment de l'aggravation de risque, c'est simplement la différence de prime qui doit être versée par l'assuré. C'est la seule sanction. Ça me paraît très gentil pour l'assuré. Peut-être trop, hein, parce que quand le sinistre a eu lieu, il me semble que c'est trop tard de réparer en versant la différence de prime. Ça, on peut discuter, mais en tout cas, il me semble que là, on est un peu favorable à l'assuré, parce que si vous voulez, l'absence, quand la prime n'est pas correcte, eh bien, on peut dire que le contrat manque de cause, le contrat d'assurance manque de cause, parce que l'indemnité n'est pas entièrement causée par le montant de la prime. Donc, c'est assez logique de rétablir l'équilibre, hein, en réduisant l'indemnité. Voilà. Je conclus. Eh bien, j'allais dire que l'étude que j'ai faite, l'étude comparée du projet de loi brésilien et du droit français, permet, me semble-t-il, de mieux appréhender
les grands traits du projet brésilien. C'est lui qui nous intéresse, en fait, hein, plus que le droit français. Et qu'est-ce qu'il apparaît quand on compare ce projet avec le droit français? D'abord que c'est un projet doctrinal. On le voit très bien avec la distinction entre le risque d'un côté et l'intérêt d'assurance de l'autre. Bon. On le voit très bien dans l'existence d'un chapitre entier consacré au risque, avec des questions comme l'aggravation du risque, comme les exclusions de risque, hein, les clauses donc, hein, ou comme la disparition du risque. Moi, je serais très content que dans le Code des assurances français, vous ayez un chapitre entier sur le risque. Parce que pour moi, le risque, c'est une notion centrale en assurance. L'assurance, c'est un moyen de couverture du risque. Bon. Donc le risque mérite un chapitre. Hein. Mais, je l'ai dit, le droit français, sur ce point, remonte à la loi de 1930, à une époque où le risque, ce n'était pas une notion aussi théorisée qu'elle peut l'être aujourd'hui. Bon. Deuxième aspect du projet deuxième très saillant, j'allais dire, du projet de loi brésilien, c'est un projet protecteur. Il se veut protecteur de l'assuré à travers le traitement des clauses d'exclusion, mais aussi de restriction de garantie. Hein, je disais tout à l'heure que ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est toutes les clauses qui sont restrictives de garantie qui sont traitées, qui doivent être claires, compréhensibles, en bonne place. Bon. Voilà, donc protection de l'assuré, mais parfois aussi protection de l'assureur, hein, lorsque, par exemple, en assurance vie, on fait produire des effets à l'aggravation de risque. Bon. C'est quand même plus protecteur de l'assureur qu'en droit français. Bon. Alors, vous savez, en France, on dit souvent, la question, c'est de placer le curseur. Vous savez ce que c'est qu'un curseur, hein, au bon endroit. Alors, est-ce qu'il est au bon endroit? Peut-être pas toujours. Moi, je pense que le traitement de la faute intentionnelle favorise trop l'assureur si on lui donne un contenu aussi large, hein, que le fait le projet qui semble assimiler le dol éventuel à la faute intentionnelle. Le traitement des cas où l'assuré omet involontairement de déclarer les aggravations de risque, hein, me paraît trop favorable à l'assuré. Il verse seulement la différence de prime. Bon, ça me paraît quand même très favorable. Bon, sous cette réserve, c'est pas mal vu. Hein. Vous avez effectivement un projet protecteur et principalement de l'assuré, il faut le reconnaître. Voilà. Et puis dernier caractère de ce projet, c'est un projet qui, j'allais dire, respecte les fondamentaux du contrat d'assurance, les fondamentaux de l'assurance tout court, hein, et je pense à l'inassurabilité des sanctions pénales. Je pense, c'est normal qu'elle ne soit pas assurable, il y a atteinte à l'ordre public. Je pense à la question du traitement de l'inexistence du risque ou de sa disparition. C'est normal que l'assurance disparaisse quand le risque disparaît. C'est normal, parce que l'assurance couvre un risque, s'il n'y a plus de risque, elle n'a plus d'objet. Voilà. Donc, si vous voulez, la réflexion que je pourrais me faire, c'est que on retrouve aussi ça en droit français, même si ce n'est pas toujours bien exprimé. Hein, mais tout ça montre quand même que l'assurance, c'est une technique, peut-être avant d'être un objet de droit, c'est une technique, et que cette technique est la même, quel que soit le pays. Hein, c'est une technique qui repose sur l'aléa. Hein, il faut donc qu'il existe un aléa, que l'aléa se maintienne. Voilà. Donc c'est une technique avec des problèmes du même coup qui sont les mêmes et qui reçoivent des solutions qui sont assez voisines finalement. Vous voyez, parce qu'il y a des différences, mais plus à la marge. Donc, j'allais dire que le fait que le projet respecte les fondamentaux de l'assurance et que ce soit le cas du droit français aussi, eh bien, c'est normal. C'est normal parce que l'assurance, c'est d'abord et avant tout une opération technique avant d'être une discipline juridique. Donc on est toujours en pays de connaissance quand on parle d'assurance, quel que soit le pays où l'on va. Et j'allais dire qu'en particulier au Brésil, où j'ai quand même un certain nombre de connaissances personnelles, Ernesto bien sûr, mais pas seulement, je suis encore plus en pays de connaissance. Voilà, je vous remercie de votre attention.